Excellente soirée à toutes et à tous, bonsoir, merci d'être fidèles au programme du canal Algérie, on est ravis de vous retrouver dans notre soirée du vendredi. Une soirée thème consacrée à notre histoire et notre mémoire. Nous parlons dans notre émission des crimes coloniaux et de la colonisation française en Algérie, 64 ans après l'indépendance de notre pays. La question mémorielle reste d'actualité, notamment avec ces attaques désespérées de l'extrême droite contre l'Algérie pour nier, falsifier, voire minimiser la gravité de ce qui s'est passé durant 132 ans en Algérie. Nous allons en débattre, mesdames et messieurs, ce soir. Bienvenue à vous. Et bien sûr, si vous nous regardez depuis longtemps, nous avons instauré une tradition dans cette émission. Après chaque débat, nous vous proposons soit un documentaire, soit un film. Ce soir, la programmation de Canal Algérie avec les équipes de l'émission Le Déshonneur, on s'est fixé sur un film classique algérien, un film culte, un film magnifique qui raconte bien l'histoire de la révolution algérienne, surtout celle de 1954, celle de 9 novembre 1954, avec cette histoire qui a été écrite à la base par le grand Mouloud Emramri, L'opium et le bâton, adapté sur les grands écrans du cinéma par le grand réalisateur Ahmed Rajdi, avec un réservoir extraordinaire du théâtre algérien qui a participé à ce film. Bien sûr, pour celles et ceux qui veulent nous suivre ce soir, juste un rappel, parce que je sais que vous l'avez tous vu ce film, et un rappel avec cet extrait de la régie de Nabil Delibech. دم واحد دم واحد نوض نروح رايحين نهدموا الدشرة. Et bien sûr, vous allez devoir rester avec nous pour voir l'intégralité de ce film qui, bien sûr, dure plus d'une heure, 2 heures, je crois, de cinéma sur Canal algérien. En tout cas, nous aurons le plaisir de retrouver dans ce film Rouiche Djelloul Besh Jarrah, Mustafa Keteb et puis Besh Tarzi qui participe dans ce film, Hassan El-Hassani. Pour la partie française, il y a Marie-Josée Nat et Jean-Louis Trintignant avec une musique incroyable de Philippe Artillus. C'était bien sûr les années 70, les années fastes du cinéma algérien. Donc c'est un film à revoir absolument sur notre chaîne ce vendredi. Alors j'ai le plaisir ce soir de recevoir par visioconférence l'historien français Benjamin Stora, professeur émérite des universités, spécialiste de la question, bien sûr, de la colonisation française en Algérie, spécialiste de l'Algérie. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Benjamin Stora, et merci de nous avoir accordé cette interview, malgré votre planning très, très chargé aujourd'hui. Bien sûr, avec nous ce soir, Maître Fatem Zahra Benbrahim, avocate spécialisée en droit de l'histoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'allais dire,
Merci d'être avec nous depuis des mois et des mois, hein, parce que vous faites partie C'est un du plaisir, staff de c'est un réel l'émission. plaisir. Merci à vous. Peut-être je vais commencer avec cette question adressée à Monsieur Benjamin Stora, parce qu'il faut savoir, Monsieur Benjamin Stora, qu'on a consacré tout le mois de janvier à ce qu'on a appelé la bataille d'Alger, à cette séquence importante dans l'histoire de la colonisation française en Algérie. On avait prévu de parler, bien sûr, des disparus, on a parlé de la torture, on a parlé de la cour martiale, on a parlé bien sûr des pouvoirs spéciaux. Aujourd'hui, on vous adresse cette question, vous qui avez travaillé longuement sur cette partie-là de l'histoire. Des milliers de personnes ont été arrêtées, Monsieur Benjamin Stora, par les parachutistes français, avec des estimations de plus de 3000 Algériens, des civils, selon bien sûr Paul Tejen, qui était à l'époque secrétaire général de la police. Comment évaluez-vous le nombre exact et les méthodes utilisées pour les disparitions forcées, Monsieur Benjamin Stora? Dans mon documentaire Les années algériennes, que j'ai diffusé en 1991, j'avais interviewé Paul Tejen. C'était il y a plus de 30 ans, et Paul Tejen m'avait expliqué qu'il avait fait le compte entre les personnes arrêtées et ensuite les personnes disparues. Et c'est Paul Tejen qui m'avait affirmé, à l'époque, que 3000 Algériens avaient disparu pendant ce qu'on a appelé, entre guillemets, la bataille d'Alger. C'est lui-même, disons, qui me l'avait avoué face à la caméra dans ce documentaire qui a été diffusé il y a 30 ans. Mais en 30 ans, en France, il n'y a pas eu de suites judiciaires qui ont été données à cet événement, à cet aveu. Il y avait un deuxième aveu que faisait Paul Tejen. Ce deuxième aveu, c'était ce qu'il appelait les crevettes Bijar. C'est-à-dire que les Algériens étaient transportés dans des hélicoptères et ensuite jetés au large d'Alger, des hélicoptères dans la mer. Quelquefois, leurs corps étaient revenus par l'intermédiaire des vagues de la mer, mais d'autres avaient disparu. Il est donc très difficile de dire avec certitude le chiffre, mais le chiffre que moi je considère comme acquis, c'est celui que donne le préfet de police de Paris de l'époque, le préfet de police d'Alger, c'est-à-dire Paul Tejen, qui lui-même a estimé le chiffre à 3000 entre le nombre de personnes arrêtées, environ 24 000, et le nombre de personnes ensuite qu'on ne retrouvera plus. Et ce chiffre, il est de 3000 disparus. Donc voilà cette caractérisation qu'on peut faire de cette terrible bataille d'Alger dans l'année 1957 en fonction du témoignage que j'ai recueilli il y a plus de 30 ans. Oui. Alors, Monsieur Benjamin Stora, dans votre rapport sur la question mémorielle ou les questions mémorielles, vous identifiez les disparus comme une entrave majeure à la réconciliation entre l'Algérie et la France. Pourquoi cette question reste-t-elle un obstacle central aux côtés surtout de la question à l'accès des archives? La question des disparus, effectivement, est très importante parce qu'il est impossible de faire un travail de deuil véritablement, c'est-à-dire de passer à une autre histoire si on ne retrouve pas les corps, si on ne sait toujours pas ce que sont devenus les disparus. Et j'avais pris comme sorte d'emblème de disparus à l'époque le cas de Maurice Audin, dont le corps n'a jamais été retrouvé. C'est un mathématicien qui a été arrêté, torturé, et dont le corps n'a jamais été retrouvé. Mais il n'était pas le seul. Et par exemple, il y avait eu en Algérie le très beau film de Mohamed Lakhdar Amina, Le vent des Aurès, qui racontait aussi l'histoire d'une mère qui partait à la recherche du corps de ses enfants, de son enfant disparu. Oui. Je crois qu'effectivement, j'avais proposé qu'on mette en place ce que j'avais appelé un guide des disparus, c'est-à-dire les noms des personnes dont on n'a pas retrouvé la trace. Je pense que c'est très important pour permettre précisément de tourner entre guillemets la page, etc. C'est d'identifier 60 ans après le nombre de disparus et puis bien sûr les noms des personnes. C'est un travail qui peut se faire en commun, qui peut se faire avec des historiens algériens qui travaillent sur cette question depuis de nombreuses années, avec aussi, bien sûr, des historiens français.
ce sont des questions très importantes. Alors, évidemment, à travers la question des disparus, il y a aussi, bien sûr, la question des archives. Mais il est bien évident que la question des archives ne pourra pas résoudre ce qu'on appelle les disparus. Car bien souvent, des Algériens étaient assassinés dans ce que l'on appelait les corvées de bois. Il n'y avait pas de traces écrites dans les archives. Ce qui signifie par conséquent qu'on ne trouvera pas forcément dans les archives les traces de toutes ces personnes disparues. Mais, néanmoins, il est nécessaire quand même d'avoir un accès de plus en plus important, de plus en plus libre de toutes ces archives militaires de ce qu'on a appelé, entre guillemets, la bataille d'Alger. Vous avez dénoncé l'acharnement des médias d'extrême droite contre votre travail sur la colonisation Oui. en Algérie, la guerre d'Algérie. Oui. On vous a même accusé de révisionnisme historique. Comment la France peut-elle aujourd'hui contrer ces initiatives de falsification qui minimisent les crimes commis par la France? Ce sont des crimes d'État avérés. Et bien sûr, comment vous évaluez cette situation, notamment actuellement avec tout ce qui se passe? On a cet exemple de Jean-Michel Apathy qui a parlé d'Oradour sur Glane. Il a comparé les massacres commis en Algérie à ceux d'Oradour sur Glane. Vous avez un autre exemple tout récent. On avait reçu Olivier Lecourt-Grandmaison qui avait publié le film Oradour, coloniaux français, et qui dit clairement que aucune couverture médiatique, notamment du service public, n'a couvert cet événement, ni son livre. Comment vous, en tant qu'historien, quel regard portez-vous sur justement cette campagne d'invisibilisation de tout ce qui est, bien sûr, colonisation française en Algérie, de ces crimes coloniaux? Alors, il y a effectivement en France une tentative de minimiser la colonisation comme des crimes, bien entendu. J'ai été moi-même victime de toute une campagne très importante sur le fait que je mettais en avant, disons, ces exactions, ces crimes et ces massacres qui avaient été commis, et on ne voulait retenir que des aspects, entre guillemets, heureux de la période coloniale. C'était une campagne, disons, menée en particulier par le monde politique issu de l'extrême droite, dont un certain nombre de personnes, d'enfants, entre guillemets, qui sont grands maintenant, sont aux commandes dans un certain nombre de municipalités en France et qui veulent, disons, réécrire l'histoire, qui veulent réécrire, et y compris entraver le travail mené par les historiens depuis de très nombreuses années. Vous savez, les historiens ont commencé à travailler sur cette période depuis très longtemps. Je pense au grand travail de Pierre Vidal-Naquet, La torture dans la République, qui est un livre qui est sorti en 1962. C'est très ancien. Il y a le travail aussi et les ouvrages qui ont été faits par Henri Alleg, par Niels Anderson. Il y a aussi naturellement tous les travaux qui ont été faits par Raphaël Branche, qui a fait une thèse il y a maintenant près de 30 ans sur les questions des tortures, des corvées de bois, des exactions, le travail de Sylvie Thénault, qui est sorti depuis 30 ans. C'est une thèse qu'elle a soutenue il y a 30 ans. Il y a aussi, bien sûr, la thèse qui a été soutenue sous ma direction de Malika Rahal sur Ali Boumengel, qui a été, comme on le sait, défenestré, assassiné par le commandant Ossarès. Donc ce sont un ensemble de travaux qui existent depuis maintenant de nombreuses années. La grande question que moi je soulevais, c'est comment ces travaux universitaires, ces thèses d'historiens, je précise d'historiens, pas de politistes, mais d'historiens, pouvaient rentrer dans les manuels scolaires en France. C'est-à-dire qu'il y ait la transmission de ce savoir académique porté à la connaissance du jeune public, c'est-à-dire des lycéens. C'est-à-dire qu'on puisse effectivement prendre connaissance de tous ces faits-là qui sont avérés par les archives, par les témoignages, par le travail historique classique, y compris par les images. Donc c'est tout ce travail-là que moi je voulais mettre en valeur dans mon rapport, et c'était une des préconisations de mon rapport, c'était le fait qu'on puisse inscrire cela
dans les manuels scolaires. Ça n'a pas été fait. La bataille n'est pas terminée. Le chantier mémoriel est très difficile. Il est très important. Il faut être très patient. Vous savez, ça fait très longtemps que je travaille sur cette histoire. Je le dis souvent, mais ça fait maintenant presque un demi-siècle, 50 ans que je travaille sur l'histoire de l'Algérie. Et il faut se montrer patient et avancer pas à pas. Je citais tout à l'heure l'exemple de Paul Tedjen, Oui, que j'ai moi-même interviewé il y a 30 ans, oui. qui était le préfet de police d'Alger. Donc son témoignage n'a pourtant pas servi à traduire en justice les personnes qui avaient dirigé ces opérations militaires et policières pendant la bataille d'Alger. Donc il n'y a pas eu non plus de traduction juridique, parce qu'il y a eu des amnisties qui ont été faites, qui ont empêché, disons, la tenue de procès en France liée à la séquence de cette fameuse, entre guillemets, bataille d'Alger. C'est donc un travail qu'il faut continuer avec ténacité et avec patience. Oui. Il y a des personnes des deux pays qui ont cette volonté d'assainir, si j'ose dire, cette question mémorielle, d'assainir les relations, bien sûr, entre l'Algérie et la France et d'aller de l'avant et surtout d'aller vers une réconciliation, d'aller vers un apaisement. Mais on constate dernièrement qu'il y a des forces Oui. qui sont plus occultes, qu'on connaît, c'est-à-dire c'est l'extrême Tout à droite, fait. c'est les médias mainstream, Tout à fait. c'est ces médias de l'extrême droite qui justement Tout à fait. font un travail de contre-vérité. Justement, vous parlez des manuels scolaires, mais aujourd'hui, les jeunes, ils sont branchés sur des télévisions, ils reçoivent des informations erronées sur ce qui s'est passé. Quelle est justement votre opinion ou que pensez-vous justement de cette force médiatique d'extrême droite qui est en train de frapper en ce moment et qui essaye avec beaucoup de force de casser cette tentative de réconciliation ou d'avorter toute tentative de réconciliation entre les deux pays. Tout à fait. Vous savez, ces forces-là se sont opposées très violemment à mon rapport. Lorsque j'ai sorti ce rapport en 2021, il y a même certains qui ont fait des pétitions pour qu'on me retire. J'avais obtenu la Légion d'honneur et on voulait me la retirer. Ils ont fait des pétitions contre mon rapport en expliquant que c'était pas vrai, qu'il n'y avait pas eu des exécutions. J'avais bien sûr proposé que la France reconnaisse l'assassinat de Ali Boumendjel, de Larbi Ben Midi, ce qui a été fait d'ailleurs, mais ils ont contrecarré cette, disons, cette volonté que j'avais exprimée et qui était celle précisément de parvenir à une réconciliation sur la base de l'établissement de la vérité historique. Car c'est dans la vérité historique qu'on pourra véritablement avancer dans la voie de la réconciliation. Mais c'est cette vérité que beaucoup, malheureusement, de commentateurs d'extrême droite sur un certain nombre de chaînes de télévision et aussi sur les réseaux sociaux, qui sont très puissants, ils veulent gagner la guerre culturelle. C'est-à-dire qu'ils veulent aujourd'hui faire en sorte qu'on ne parvienne pas à cette vérité de l'histoire. Ils ne veulent pas. Ils veulent imposer une narration, ils veulent imposer un récit qui gomme toute cette dimension de travaux historiques. Alors, il faut se lancer dans cette bataille qui est une bataille à la fois d'historiens, bien sûr, mais c'est aussi une bataille politique. Car il faudra, bien sûr, que les autorités politiques, le personnel politique français, s'emparent aussi de cette question. Il y a eu la visite récente de Ségolène Royal en Algérie, c'est très important, intéressant, car elle fait partie du personnel politique, mais il faut d'autres personnels, il faut d'autres personnes, d'autres partis politiques. Et moi, j'ai été surpris de ma grande solitude au moment de mon rapport, lorsque je me suis aperçu que pratiquement aucun parti politique, y compris à gauche, ne soutenait cette démarche. Il ne la soutenait pas. Donc il faut continuer cette bataille pour que les partis politiques, les hommes et les femmes politiques prennent en charge cette campagne et cette bataille. Par exemple, lorsque j'ai proposé l'entrée de Gisèle Halimi
au Panthéon, eh bien, je pensais, peut-être naïvement, qu'il y aurait des pétitions, qu'il y aurait des mobilisations citoyennes pour que cette initiative aboutisse. Mais il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de pétition. Au contraire, il y a eu des pétitions contre l'entrée de Gisèle Halimi au Panthéon. Donc, ce qui prouve que la bataille, disons, est difficile. Et moi, j'ai très peur, bien sûr, que cette guerre culturelle, que cette bataille culturelle, malheureusement, en France, mais pas seulement en France, mais à l'échelle, j'allais presque dire, de toute l'Europe, et puis ailleurs, y compris aux États-Unis, etc., eh bien, on remet en question la critique qu'on peut faire du colonialisme, voire même de l'esclavage, y compris de l'esclavage. C'est-à-dire qu'il y a un courant révisionniste réel, celui-là, il est réel, qui vise à remettre en question la critique qu'on peut faire radicale du colonialisme, tel qu'il avait déjà été exprimé il y a déjà bien longtemps par Aimé Césaire, par Frantz Fanon, par toute une série d'intellectuels qui, depuis plus d'un demi-siècle, ont déjà expliqué ce qu'était le caractère néfaste du système colonial. C'est ce récit-là qu'on veut essayer d'inverser. Et on veut essayer de gagner, disons, cette guerre culturelle, cette bataille culturelle. Eh bien, il faut se tenir prêt, il faut continuer, pas à pas et patiemment, à chaque fois, à rétablir les faits, en disant qu'est-ce qui s'est passé au niveau des exécutions sommaires, des tortures ou des essais nucléaires. Oui. Il y a eu 17 essais nucléaires qui ont été faits par la France en Algérie, qui ont laissé des traces. Je prends aussi cet exemple parce qu'il est très important. Eh bien, il ne faudra pas lâcher, disons, la suite, disons, de cette bataille, de ces récits, et de faire en sorte aussi d'entendre la parole des témoins qui, malheureusement, aussi disparaissent. Donc, il faut faire très vite pour recueillir le maximum de témoignages pour que cette histoire puisse être inscrite dans les manuels scolaires et dans l'espace public et politique. Merci beaucoup, Monsieur Benjamin Stora, pour tous ces éclairages et précisions et analyses pertinentes concernant l'histoire de la colonisation française en Algérie. Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste de la colonisation française en Algérie, professeur émérite des universités. Puis il faut citer des ouvrages parce que votre tout récent ouvrage s'intitule Anatomie d'une déchirure avec Thomas Snegarov, hein, qui reste encore une référence pour celles et ceux qui veulent bien sûr connaître la vérité, la réalité de ce qui s'est passé durant les 132 ans de colonisation française en Algérie. Merci d'avoir été parmi nous encore une fois. Bien sûr, Maître Fatem Zohra Ben Brahim était à l'écoute durant cette interview avec M. Benjamin Stora. Malgré bien sûr son agenda, il a voulu être avec nous sur le plateau de Canal Algérie. Je vous ai vu noter. Je vous laisse peut-être cette carte blanche pour répondre à Benjamin Stora, pour parler justement de ces différents points importants hein, qu'il vient de citer sur la question mémorielle et sur la nécessité encore et encore de travailler, de transmettre la vérité, rien que la vérité. Merci. Je tiens tout particulièrement à remercier Benjamin Stora, d'abord pour tout ce qu'il a fait pour faire connaître l'histoire de l'Algérie et ce qu'il continue à faire aujourd'hui et pour le combat qu'il est en train de mener et surtout également pour l'endurance qu'il a vis-à-vis de ses détracteurs. Je voudrais lui dire, Monsieur Stora, nous nous sommes connus il y a très longtemps dans des conférences que vous avez animées avec d'autres chercheurs et des avocats en Algérie. Je me souviens d'au moins 2 avec vous et 3 avec Sylvie Thénault. Et j'ai gardé un souvenir extraordinaire de votre parcours et de votre travail. Parce que votre travail se couronne aujourd'hui par une honnêteté intellectuelle, par une recherche de la vérité historienne, la vérité historique, par une fixation
de la mémoire juste des deux côtés. C'est un travail qui n'est pas facile. Oui, madame. Je remercie tous les historiens qu'il a cités et qui sont nos amis. Nous travaillons avec eux. Et quels que soient les politiques, quelles que soient les philosophies des politicards, eh bien nous restons unis dans ce combat d'un côté et de l'autre de la Méditerranée. Cette histoire doit s'écrire de part et d'autre, mais avec des gens honnêtes, des gens qui n'attendent rien de personne, des gens qui n'ont pour toute arme que leur savoir et leur recherche. Je sais que Benjamin Stora fait face à une guerre médiatique, mais je lui dis ne vous inquiétez pas, car nous sommes avec vous en Algérie. Notre combat est le même. On vous soutient et on vous tend la main comme vous nous l'avez tendue. Donc nous sommes dans un même combat. Oui. L'histoire est en marche et elle ne s'arrêtera pas. L'histoire, c'est ce que nous avons de plus important dans la vie. Un homme ne vaut que par sa dignité, son honneur, n'est-ce pas? Vous êtes un homme digne et un homme d'honneur, et nous sommes les gens d'honneur. C'est vrai que la vérité est difficile à démontrer parce qu'il nous manque quelque chose qui est réquisitionné dans les tiroirs des bibliothèques françaises et dans les archives. C'est les archives. Oui. Eux ont accès aux archives. En tant qu'historiens, c'est leur droit. Nous n'avons pas accès aux archives. Mais ce qu'il faut comprendre, que la France garde les archives, mais nous avons les témoignages. Beaucoup de témoignages. Et j'invite Benjamin Stora à venir en Algérie. Je l'accompagnerai avec plaisir pour qu'il puisse lire les témoignages des gens qui ont disparu. Oui. Il en parlait dans son rapport. Oui. Il disait qu'effectivement, la mémoire s'estompe quand les victimes disparaissent. Oui, il a raison. Mais nous avons fixé, Il y a une urgence, il y a une nous avons nécessité fixé de... la parole de ces personnes qui sont parties. Et c'est des centaines, c'est des milliers d'archives que nous avons. Donc nous avons la mémoire et ils ont les archives. Et les archives, c'est un droit commun. Oui. Il ne faut jamais l'oublier. Car dans une histoire commune, tout devient chose à partager. Nous ne cherchons rien du tout. Les historiens ne sont pas des hommes politiques. Est-ce que vous avez déjà vu un historien devenir ministre ou président de la République? Non. Les historiens ont besoin aujourd'hui de quelque chose d'important, ou d'une catégorie de personnes importantes. Il s'agit des avocats, qui eux savent remuer les dossiers et savent donner une vie juridique et judiciaire à tout acte criminel. Ouais. Je voudrais dire à Benjamin Stora qu'il y a très peu de temps, l'ONU a promulgué une résolution le 5 décembre 2025. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pour ça que je dis l'histoire est en marche. Peu importe ce que pensent les États-Unis ou les autres pays, ou ceux qui gouvernent actuellement. Parce que la politique a une durée de vie, mais l'histoire ne se termine jamais. Les hommes politiques ont un discours politique, un discours électoral, pour des bienfaits pour leur personne, pas toujours pour le peuple, c'est ce que nous voyons actuellement en France. Mais l'histoire a des racines très profondes et elle s'étend même après nous. Il y aura des enfants, des petits-enfants qui vont chercher et savoir. Alors la résolution dont je parle, et qui est la dernière, est extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'elle classe la journée du 14 décembre de chaque année comme journée mémorielle contre le colonialisme sous toutes ses formes et sous toutes ses manifestations. Pour le juriste, pour l'avocat, quand on parle de forme et de manifestation du colonialisme, eh bien on est comblé. Les formes, c'est les moyens qu'ont utilisés les pays colonisateurs dans les pays colonisés. Mais les manifestations, dans le mot manifestation, on retrouve une notion de durée, une notion de projection pour l'avenir, c'est-à-dire les conséquences de tous les actes criminels qui ont été commis de 1830 à 1962 dans notre pays, mais pas que.
C'est-à-dire que dans les continents africains et dans toutes les autres contrées à travers le monde. Oui. Il a parlé, par exemple, et je reviens très rapidement sur ça, de quelque chose d'important, c'est l'esclavagisme. Eh bien, ce texte de l'ONU, cette résolution, parle d'un esclavagisme au-delà de 500 ans. Vous voyez que la projection de l'histoire, elle se fait vers le passé et vers l'avenir. Je voudrais également remercier tous les historiens dont il a parlé, et je n'oublierai pas M. Ruscio, Alain Ruscio, que j'espère avoir un jour avec nous, comme je voudrais faire une invitation à M. Benjamin Stora. Je suis la présidente du réseau algérien de lutte contre la pensée coloniale et le néocolonialisme à travers le monde, et je souhaiterais vraiment qu'il soit un jour avec nous dans une conférence pour débattre un peu plus. Alors, je voudrais également... Avant, peut-être juste, j'ai envie juste de répondre à ça par rapport à cette question de quête de vérité, parce que lui, c'est vrai qu'il a rendu hommage à tous ces historiens. C'est parti Léonette. Oui, bien sûr. Léonette, c'est Bien ses sûr. collègues. Vidal Naquet, Fabrice Riccipouti, toutes ces personnes, et je l'ai dit tout à l'heure dans mon interview avec Benjamin Stora, qu'il y a des personnes, il y a des belles âmes, il y a des personnes qui veulent justement que la vérité éclate et voit le jour. Ils veulent faire un vrai travail d'historien. Exactement, pour un avenir meilleur entre les deux pays, mais il faut aussi citer nos historiens et nos documentaristes, parce qu'il y en a beaucoup. J'y arrive. Je pense peut-être à Ali Fatah Ayadi qui a immortalisé plein de témoignages dans l'urgence, parce que c'est vrai, le temps et les années passent et ces personnes se raréfient parce qu'elles nous quittent. Il y a Ali Fatah Ayadi, il y a plein de documentaristes à qui j'ai envie ce soir de rendre hommage. Il y a Gritli, il y a Saïd Olmi qui a fait un travail exceptionnel sur justement les camps de regroupement, pas que, pour aussi ces personnes qui ont été déportées de notre cher pays. Il y a la chaîne de la mémoire, chaîne Dekera, notre chaîne de la télévision algérienne, qui continue jusqu'à ce jour à faire des recherches et à immortaliser encore une fois des témoignages à des historiens algériens comme Harbillah Yarhamou qui nous a quittés, comme Courceau, comme plein de personnes, et bien d'autres, sans oublier les autres, mais c'est juste pour dire que c'est une volonté des deux parties, de ces intellectuels. Et c'est là où j'arrive peut-être à ma question, parce que avant de faire cette émission, nous nous sommes rencontrés et vous m'avez demandé le droit de réponse, un droit de réponse par rapport à un reportage qui a été réalisé, filmé et diffusé par la chaîne publique française France 2. Un travail complètement biaisé, un travail qui ne répond à aucune déontologie ni éthique journalistique, un travail qui a été mal perçu justement, non pas seulement par les Algériens, mais par ces Français académiciens qui ont travaillé sur l'histoire des deux pays. Et ils trouvent que c'est une aberration et d'une légèreté de travailler comme ça sur la mémoire ou les questions mémorielles entre les deux pays. On avait écouté Olivier Lecourt-Grandmaison, aujourd'hui Benjamin Stora. Ce sont des personnalités importantes. Je vous donne la parole par rapport à ça et à votre regard sur justement cette tentative, encore une fois, de falsifier l'histoire et de faire mal à l'Algérie. Très rapidement, je voudrais revenir sur la première partie de votre question. Oui. La main tendue dont je parlais tout à l'heure, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire toute cette masse d'historiens, d'avocats, de juristes qui travaillent d'arrache-pied en Algérie. Pas dans le silence, parce que nous avons des conférences, nous avons énormément de choses. C'est avec ces gens-là que vous devriez travailler, parce que l'historien va vers le factuel. Mais l'avocat que je suis, par exemple, ça, il va vers quelque chose de plus profond. C'est-à-dire, il va chercher le crime, les éléments constitutifs et comment faire revivre ce crime et lui donner donc un statut juridique. C'est ça la main tendue dont je parlais tout à l'heure. Je voudrais dire aussi un autre petit point rapidement. Tout ce qui a été mis dans le rapport de Benjamin Stora. Benjamin Stora connaît parfaitement l'Algérie. Nous le considérons comme un enfant de l'Algérie.
il faut bien que les gens comprennent, que les Français comprennent, parce qu'il a une bonne connaissance du terrain algérien. Eh bien, les éléments qu'il a présentés dans son rapport, qui sont justes, sont tout simplement, n'est-ce pas, tous les sujets que nous avons travaillés de 1999, je parle de moi et de mon instance, de 1999 jusqu'à ce jour. Et plus de 72 conférences et émissions sont présentes que je voudrais remettre un jour à M. Stora pour avoir le deuxième son de cloche de l'Algérie. Maintenant, revenons à ce travail. Peut-on l'appeler un travail journalistique? Non. Ce n'est pas un travail journalistique. Je l'ai étudié à ma manière. Et je peux me permettre d'en parler parce que j'ai fait mes études de journalisme et je sais, quand même, on m'a donné les rudiments pour éplucher un documentaire. Plus ma formation d'avocate, de fouineuse et de chercheuse me permet de lire entre les lignes et de lire entre deux images. J'ai de la peine pour la France d'aujourd'hui. Beaucoup de peine pour cette France. Parce que quand on veut régler des problèmes avec l'Algérie, il faut avoir l'honnêteté et le courage de se mettre en face et de discuter. De discuter des problèmes. Et non pas d'utiliser des personnes qui, pour nous, sont tout à fait quantité insignifiantes. Chez nous, on dit quelque chose d'important. On dit celui qui est important, on le garde. On ne le rejette pas. Donc ils ont voulu recueillir certaines personnes. Je n'ai rien contre quiconque. Parce que pour moi, celui qui m'embête aura... Enfin, pas moi, mais quand j'ai un dossier sérieux, celui qui embête ce dossier, qui le critique, et qui n'a pas les moyens, les vrais moyens juridiques pour parler de ce dossier, eh bien on se retrouve devant un tribunal, que ce soit ici ou sur le plan international. Et je crois que tout le monde le sait. Maintenant, je crois que la France est en train de faire le jeu de l'escargot entêté. Vous avez vu un escargot, ça va doucement. Il s'arrête, il a deux cornes, il y en a une qui va à droite, une qui va à gauche, et il ne sait plus où il en est. C'est la position de la France actuelle. Les hommes politiques de la France devraient être un peu plus sages. La politique n'est pas un jeu. La politique n'est pas un jeu. On ne doit pas se dire, eh bien écoute, si ça va mal, on efface tout, on recommence. Non. La politique se construit. Alors aujourd'hui, un documentaire, je ne sais pas si on peut l'appeler un documentaire, parce que les règles du documentaire ne sont pas réunies. Lorsqu'on me parle, n'est-ce pas, d'un système de bornage qui laisse croire que c'est telle ou telle personne, c'est une honte pour ceux qui croient à ça, pour ceux qui ont voulu faire avaler cette couleuvre d'abord au peuple français, n'est-ce pas? Parce que le bornage n'est pas un moyen juridique, n'est pas une preuve scientifique sur laquelle on peut se baser dans un documentaire ou dans une action judiciaire quelconque. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est une honte pour ceux qui l'ont fait. Je ne dirais même pas que ce sont des amateurs. Ce sont des rien du tout. C'est des gens à qui on a commandé quelque chose, et vous savez très bien qu'actuellement, le système de l'information est entre les mains de Bolloré, et vous savez qui est Bolloré, n'est-ce pas? C'est des gens qui répondent à la voix de leur maître. Manque de peau, leur maître ne sait pas ce qu'est l'information, malheureusement. Parce que si on veut fouiller, savoir d'où viennent les faits, etc., on saura qu'ils viennent d'Afrique, et il a un sérieux problème avec les gouvernements africains. Bref, ça c'est une autre paire de manches. Mais lorsqu'on dit que seul le système de bornage a permis d'identifier les personnes, ça veut dire que si A appelle B, habite à un endroit A, il appelle B à un endroit C, C répond ou appelle un autre à un endroit Y. On fait un triangle des Bermudes et on va dire, voilà, nous avons la preuve. Faites-nous le décryptage des conversations si vous en êtes capable. Vous avez les moyens. L'armée française dispose de moyens pour savoir le décryptage, c'est-à-dire analyser ce qui a été dit. Vous ne l'avez pas. Donc écartons ces preuves. Pourquoi toute cette histoire?
Pourquoi souhaitait-il? Et puis je suis en train de me rendre compte que la France est en train de s'enliser dans des problèmes qui vont se retourner un jour ou l'autre contre elle, parce que le peuple français dans sa totalité ne saura pas se taire longtemps. Oui. C'est une campagne électorale qui se fait, on essaye d'avoir les moyens. Alors, ce que je voudrais dire justement à ce sujet-là, Oui. c'est qu'avec un document comme ça, ils se sont attirés la risée du monde. Permettre à quelqu'un d'insulter son président, n'est-ce pas? Moi, je lui dis, si demain, la France te rejette, dans quel bras viendras-tu te réjouir et t'enfuir? C'est bien en Algérie, n'est-ce pas? C'est ton pays, c'est ta nation. Alors la nationalité française, avec laquelle on essaye d'acheter les Algériens qui malheureusement n'ont rien d'Algérien, parce que les Algériens, c'est des gens qui ont de la fierté, de l'honneur et de la dignité. Ils ont toujours su se défendre, mais honorablement. Ces gens-là, Émile, que sont-ils? Un rabiot de société. Malheureusement, ce n'est pas avec ces gens-là que vous allez construire une Algérie et une France amies. Vous allez provoquer un creux beaucoup plus profond, et ce creux, c'est la France qui va en payer les frais. Parce que nous, on est chez nous, on n'a pas de problème. Ouais. Qu'on vive bien ou qu'on vive mal, on est très bien. Nous n'avons pas besoin, moi personnellement, et je le dis ouvertement, je n'ai pas besoin d'une autre nationalité que la nationalité de mon pays. Et c'est avec fierté que je la porte. Je n'ai pas, on ne m'achètera jamais, ni avec de l'argent, ni avec une nationalité, parce que je suis algérienne, arabe et berbère, et intellectuelle. Et intellectuelle, c'est une arme. Donc, c'est un documentaire qui a beaucoup plus ancré le déshonneur de la France plutôt que l'honneur. Et parlons de déshonneur, justement, on avait prévu, bien sûr, avec la régie de Nabil Tlibech, ce soir, une vidéo de Paul Tejen, hein, parce que c'était prévu dans cette émission, parce que M. Benjamin Stora avait parlé de Paul Tejen. C'est peut-être l'un des premiers qu'il avait interviewé. Je parle de Benjamin Stora, quand il a rencontré Paul Tejen. Je crois que nous sommes tombés sur cette archive parce qu'on voulait que Benjamin Stora... C'est un grand monsieur également, Tejen. Oui, tout comme sa fille d'ailleurs, Colette. Regarde avec nous. Et c'est là où Paul Tejen, je rappelle mesdames et messieurs, qui était secrétaire général de police à Alger durant les années 56-57, et il avait quitté l'Algérie parce qu'il était en désaccord total avec la politique française en Algérie, qu'il avait qualifié de déshonneur. Voilà, c'est le déshonneur qui rattrape l'histoire de la France, et c'est l'histoire qui rattrape le passé colonial. On va l'écouter, c'est un document qui dure, je crois, 3 minutes. Mais vous allez voir. Qui est fort, il est très fort. C'est ce qu'on appelle une reconnaissance politique d'un homme politique. On regarde tous ensemble. Perquisition de police, on a, au mois de septembre ou octobre 1956, découvert à Alger, à l'usine à gaz, une bombe. Et on en a arrêté dans les quelques heures qui ont suivi le porteur, qui était porteur sur lui-même de l'indication qu'il avait déposé une seconde bombe. La police m'avise, et il faut absolument retrouver où a été posée la seconde bombe. Le temps pressé parce qu'elle devait exploser, il était 4 heures de l'après-midi et cette bombe devait sauter à 6 heures du soir. Il y avait un moyen pour tenir le renseignement qui vient à l'esprit lorsque l'on est sur le tas. Et la question m'est posée par la police. Est-ce que nous le torturons? Alors la torture, pour moi, ça n'est pas une abstraction. Ça n'est pas une idée abstraite, une notion, un principe à appliquer ou ne pas appliquer. C'est une décision à prendre. Et la décision, je refuse la torture. Et refuser non sans beaucoup d'angoisse. J'ai refusé pour des raisons simples. Des raisons personnelles, et puis des raisons de principe. Des raisons personnelles, d'abord parce que mes convictions religieuses m'obligent au respect des autres. Je prends la torture pour un déshonneur de celui auquel on l'applique, et qui déshonore aussi celui qui l'applique. Pour ces convictions religieuses, je refuse. Mais cela, on reste encore dans le domaine de la théorie. Pour d'autres raisons, c'est que je me souviens de ce que j'étais moi, ce que l'on supporte lorsque l'on est torturé. Il m'avait été donné, arrêté par la Gestapo, d'être interrogé à plusieurs reprises
et torturé à l'électricité, à l'eau. Je ne reviendrai pas là-dessus, c'est absolument abominable. Et puis, troisième raison, c'est celle qui est toujours mise en avant par ceux qui théorisent sur la torture et disent que dans certains cas, c'est un devoir inéluctable. C'est ce que l'on disait à Alger à l'époque. Bien, ils oublient que c'est pas efficace. On trouve et on obtient d'un torturé, humilié, un renseignement. Et si l'on y regarde plus loin, on sème une haine qui, au nom de l'efficacité, n'est pas rentable du tout. C'est tout le contraire qui se produit. Toute la torture appliquée au travers de l'histoire conduit à la révolte de ceux-mêmes qui n'ont pas été torturés des autres. L'Algérie, c'est l'échec. On gagne la bataille d'Alger, on perd l'Algérie parce qu'elle était déjà perdue. La torture ne fait que salir un peu plus l'image qu'ils auraient pu en garder. Et les tortures actuelles dans l'ensemble des pays où elles se pratiquent, parce qu'elles se pratiquent, chose curieuse, on la nie toujours, on ne torture jamais, et en fait, quelques années après, on avoue que c'était une nécessité. Bon, pour des raisons, je l'ai indiqué, personnellement, je me refuse à ce procédé qui humilie celui qui est torturé, mais qui humilie bien plus et révèle bien plus chez le tortionnaire le complexe d'infériorité, le mal latent chez chacun d'entre nous. Il ne faut pas gratter beaucoup pour que chez chacun d'entre nous, il y ait à un moment donné, devant un camarade mutilé, blessé, on comprend le militaire qui tire un coup de mitraillette sur le voisin. Mais on ne comprend pas à froid, l'humiliation imposée toujours dans la clandestinité, dans le secret. C'est anonyme la torture. Ce sont des gens qui entrent et qui sortent et auxquels on livre un homme entièrement désarmé, la véritable humiliation. Et ça, moi je m'excuse de dire ça, enfin y étant passé, je me souviens de la tête de ceux qui m'interrogeaient et de ce qu'il pouvait y avoir chez ces hommes de mépris d'eux-mêmes, et un mépris d'eux-mêmes qu'ils appliquaient à celui qu'ils torturaient. Et c'est ça que j'ai retenu. Pour ces raisons-là, je me refuse. Je n'entre pas dans le mal. Je me refuse à ce mal. Oui, ce sont des propos très très forts de Paul Tejen qui définit et qui qualifie la colonisation française en Algérie de déshonneur de la France. Maître Fatem Zohab Brahim, qu'est-ce que vous évoque cet extrait parce que bien sûr on a prévu une grande émission qui va être consacrée rien qu'aux disparus, parce que vous êtes en train d'y travailler avec des archives, avec des noms, avec même des photos. Vous vous attelez à faire ce travail depuis des années. Et il faut reconnaître que en dehors des plateaux de Canal Algérie, bien sûr, il y a un travail qui est en train de se faire avec le réalisateur Nabil, avec moi-même et avec tout un staff et votre staff aussi, pour mettre en lumière justement les noms, les prénoms, et sensibiliser aussi ces familles qui restent sans aucune nouvelle de leurs proches jusqu'à ce jour. Ce sont les conséquences de cette colonisation qu'on essaie à chaque fois de transmettre à nos téléspectateurs, que ce soit en Algérie ou au-delà des frontières de l'Algérie. Et je parle justement de la jeunesse algérienne qui vit en France, de cette communauté qui est établie en France et qui s'agrandit de jour en jour et qui doit et qui a le devoir et le droit d'accéder à la vérité. Oui, effectivement. Vous voyez aujourd'hui, quand le chercheur en droit de l'histoire et l'avocat sont réunis dans une même personne, il y a une grande avancée pour les historiens, parce que l'historien, c'est le maître du factuel. Nous avons besoin de l'historien pour... Simplement, je voudrais dire que Tejen, pour moi, c'est un homme noble, c'est un homme d'honneur, c'est un homme juste et un homme fort. Il restera fort dans la mémoire des peuples, pas la nôtre simplement, de tous les peuples qui réagissent contre la torture. Par la même occasion, et en fin d'émission, je voudrais saluer la mémoire d'un autre homme, un général Bollardière, qui a refusé la torture, qui a démissionné, et il a eu 60 jours d'arrêt. Et je salue également sa femme qui a continué le combat. C'est ça,
le bon français, le vrai français dont j'ai parlé déjà il y a quelque temps et avec lesquels on peut peut-être arriver un jour à une réconciliation des mémoires et des peuples. Ce ne sera peut-être pas demain, on ne sait jamais. Hein. On ne peut pas savoir ce que Dieu peut faire, n'est-ce pas? Un changement politique peut changer tout dans l'histoire des peuples. Donc, voilà des hommes qui ont souffert. Bollardière parce qu'il a vu, Tejen n'a pas vu la souffrance, mais il a subi pendant la Gestapo. Donc il a un goût de la torture, il sait ce qu'est la torture. Et je finirai par dire que la torture et la disparition sont les deux faces d'une même pièce. Parce que la disparition est la conséquence d'une torture très dure. Merci beaucoup. Ce soir, bien sûr, à la programmation de Canal Algérie et nous-mêmes, bien sûr, avec le staff de l'émission Le Déshonneur, on s'est entendu sur un film qui est à notre sens très très utile et important parce que c'est une adaptation d'un roman extraordinaire de Mouloud Amri, L'opium et le bâton, qui raconte les souffrances des villageois. Grande symbolique, l'opium et le bâton. Exactement, la souffrance des villageois, de ces paysans algériens qui ont tant souffert de la colonisation. C'est un récit très très fort et symbolique parce qu'il y a la symbolique de l'olivier. Parce que la colonisation française ne s'est pas contentée du resserrement des villageois, des privations, des tortures, des assassinats, des disparitions, de l'internement, mais aussi elle avait agressé la nature. Elle voulait, à travers ces avions qui versaient, qui bombardaient du napalm, détruire la nature algérienne, les ressources, les richesses algériennes. Et j'ai en tête aujourd'hui peut-être cette journée mémorable d'avant-hier ou la semaine dernière avec cette inauguration de la ligne ferroviaire qui mène jusqu'à Garage Billette et tout cet engouement populaire autour de ces réalisations de l'Algérie moderne qui se développe. Voilà, nous, où on est. L'Algérie est en train de se développer. Pour se construire. Quand d'autres nations se détruisent. Exactement. Et pour, j'allais dire, peut-être, c'est pas le mot, mais contaminer positivement l'Afrique et tous les autres pays par cet esprit du développement, d'avancer, et d'arriver justement au but de ce qui est l'essence même de la Révolution de novembre, c'est l'épanouissement des peuples. C'est ça l'Algérie, c'est une ouverture vers l'Afrique, une ouverture vers le monde, c'est ça l'Algérie. Le film, c'est une référence parce que en réalité, c'est un hommage non seulement à Mouloud Amri, à Ahmed Rajdi aussi pour la réalisation de ce film en 1971 qui a fait énormément d'entrées, mais aussi à l'histoire du cinéma et du théâtre algérien, de ces comédiennes et comédiens qui étaient engagés. Alors pour la partie française, il faut saluer le courage de Marie-José Nat, qui avait subi elle aussi des attaques à l'époque par rapport à sa participation à un film révolutionnaire algérien, à Jean-Louis Trintignant, qui était lui aussi bousculé, attaqué, et avait une campagne d'acharnement les Nostalgéries, c'est cela. Exactement. Et on a des informations, parce que non seulement ils ont subi la censure, mais ils ont été même refusés dans des castings de films parce qu'ils avaient participé dans des films algériens comme celui de ce soir, mesdames et messieurs, L'opium et le bâton, je rappelle que c'est un film de l'année 1971, magnifique musique de Philippe Partius, avec un casting algérien fabuleux, Rouiched, magnifique dans ce film, Hassan Hassani, Djeloul Bechjarrah, Mustafa Keteb, le patron, j'allais dire, de l'engagement politique pour le FLN et à la LN, alors qu'il était artiste, et il a, juste après l'indépendance, bien sûr, bâti ce grand théâtre avec Bechtarzi qui est dans ce film, aussi, donc une pléiade de comédiennes et de comédiens qui vont nous emporter dans cette très très belle histoire d'humanisme aussi, parce que Sidi Ali Kouiret, je le cite aussi, il est avec Jean-Louis Trintignant, un message de réconciliation pour le bien-être de l'humanité. Voilà, c'est dit. Merci à Nabin Tribèche d'avoir réalisé cette émission. Je remercie infiniment les équipes du Studio 7 qui nous soutiennent depuis plusieurs mois pour la transmission de l'histoire et pour ce devoir de mémoire. C'était Amir Nebèche qui vous parlait à partir des 21 Boulevard des Martyrs, les studios de Canal Algérie, de la télévision algérienne. Au revoir à la semaine prochaine. Bonne film sur Canal.